Salut à tous et bienvenue sur Serial Thinker. Depuis Darwin et les récentes découvertes en éthologie animale, il semblerait que la science conteste toute forme de différence fondamentale entre l'homme et l'animal. Les animaux disposeraient non seulement d'une morale, mais aussi d'une conscience, du langage et même d'une culture. Qu'en est-il vraiment? Les humains sont-ils vraiment des animaux comme les autres? Les philosophes ont-ils eu tort d'établir une telle distinction? Dans cette nouvelle série de vidéos, on va analyser chacun de ces critères pour voir s'ils nous permettent d'établir une telle distinction. Et on commence aujourd'hui avec la question de la culture. Peut-on parler d'une culture animale? Il faut d'abord définir ce qu'on entend par culture. On distingue généralement deux types de comportements. Ceux qui sont innés et ceux qui sont acquis. Les premiers sont naturels, comme par exemple manger, boire, digérer. Personne ne vous a appris comment digérer un aliment, et pourtant vous savez très bien le faire. Les seconds sont culturels. Lire, écrire, faire de la musique. Ce sont des comportements qui ont été transmis. Je ne sais pas lire si on ne me l'a pas appris. On peut certainement affirmer que les humains sont pré-câblés génétiquement pour le langage, mais le fait de connaître le chinois plutôt que le français résulte d'un apprentissage culturel. Aucun enfant ne pourra spontanément inventer un langage aussi complexe que le français ou le chinois, si personne ne lui a appris. Comment savoir si les animaux disposent d'une culture? Il suffit de voir s'ils parviennent à innover et à transmettre cette innovation. On va étudier des groupes d'animaux et voir si tous les groupes de la même espèce ont adopté les mêmes comportements. Si c'est le cas, ils sont naturels, c'est-à-dire qu'ils ont été programmés génétiquement. Tous les iguanes, par exemple, savent dès qu'ils sortent de leur coquille que les serpents sont dangereux et qu'il faut courir s'ils approchent trop près, ou encore que s'ils s'immobilisent, ils ont peut-être une chance de ne pas être détectés par ce prédateur. L'œil d'un serpent détecte uniquement le mouvement. Si ce petit reste parfaitement immobile, il parviendra peut-être à tromper l'ennemi. Mais cette fois, le serpent était trop près. Il l'a senti. L'iguane n'a jamais appris ces informations complexes. Il n'a pas été à des cours d'éthologie animale, et pourtant il sait déjà énormément de choses. Ce n'est pas un comportement culturel, mais instinctif. Il est programmé pour se comporter ainsi dès sa naissance, sans même avoir conscience de ce qu'il est en train de faire. Par contre, si on observe un comportement dans un groupe qui n'existe pas dans un autre, c'est un indice très fort pour soutenir l'hypothèse selon laquelle c'est un comportement transmis. Alors, on se rend bien compte que la plupart des comportements des animaux sont instinctifs. Ils ne résultent pas d'une transmission culturelle. Mais il y a quelques contre-exemples qui posent certaines questions aux éthologues. Parmi ces nombreux exemples de culture animale qui sont avancés régulièrement, prenons l'exemple des macaques japonais de l'île de Koshima. Les scientifiques leur ont distribué un jour des patates douces, en 1953, et une jeune femelle qui s'appelle Imo s'est mise à porter sa patate jusque dans l'eau de la rivière pour la laver. Et au bout de quelques années, une bonne partie du groupe s'est mise à faire la même chose. Et en plus, ils ont amélioré le comportement dans la mesure où ils sont allés le faire dans de l'eau de mer pour lui donner un petit goût salé qu'ils aiment bien. Donc il pourrait sembler que nous ayons ici un cas de transmission culturelle qui n'est pas instinctif, puisqu'il n'existe que dans le groupe où ce comportement a été transmis. Pourtant, le primatologue Michael Tomasello a réfuté cet exemple et tous les autres du même genre par un argument que je trouve très fort. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il explique que la culture au sens fort, c'est la culture cumulative, au sens où il existe un véritable progrès, ce qu'il appelle un effet cliquet. Je vous explique ça tout de suite. Certes, les macaques peuvent transmettre un comportement, même si ça reste très rare, mais ce comportement ne dépassera jamais les capacités d'invention d'un individu du groupe. La jeune Humo a inventé le lavage des patates douces, mais cette nouvelle capacité ne dépasse pas les capacités cognitives d'aucun autre macaque. Alors que chez les humains, c'est tout à fait différent. Aucun individu au monde ne serait capable de réinventer la moindre des inventions technologiques que nous utilisions aujourd'hui. Et je ne vous parle même pas de mon smartphone qui nécessite le savoir transmis et cumulé de milliards de personnes. Mais c'est aussi vrai des choses les plus élémentaires que nous utilisons chaque jour, comme nos vêtements, une paire de ciseaux ou bien même la langue française. Je mets au défi quiconque de réinventer la métallurgie sans qu'on lui transmette aucun savoir. Et je ne parle même pas de tous les programmes et composants informatiques de nos smartphones. La technique du lavage des patates n'est en aucun cas comparable, même avec la plus faible des inventions humaines. Une véritable invention culturelle
se remarque par l'impossibilité pour un individu isolé de la réinventer tout seul. Aucun individu isolé ne pourrait, même en consacrant sa vie entière, réinventer la moindre des innovations technologiques que nous utilisons chaque jour. Dans une précédente vidéo, je citais avec mon ami Ludo de la chaîne Osons Causer le cas d'un ingénieur qui a essayé de faire un grille-pain tout seul, et voici ce que ça a donné au bout de plusieurs mois de travail acharné. So there's a picture of my toaster. Et encore, cet ingénieur Thomas Thwaites n'a pas réinventé le grille-pain, ce qu'il aurait probablement jamais réussi à réinventer seul. Il s'est contenté de suivre un plan déjà effectué. Imaginez un peu qu'il soit obligé de redécouvrir l'électricité. On comprend évidemment que c'est impossible pour un seul individu. Tout ça pour dire que chez l'humain, la culture est un dépassement de l'individu. L'individu ne doit sa survie qu'à cette transmission cumulative. L'humain est à la fois dans un rapport de connaissance et de transmission qui augmente petit à petit à chaque génération, et ça c'est introuvable dans le monde animal. Cette transmission de nos connaissances est rendue possible par la possibilité de coopérer, c'est-à-dire en remplaçant les rapports de compétition et de rivalité par des rapports d'entraide. Si vous voulez, on peut dire que l'animal possède un certain nombre d'applis prédéterminés, mais il ne pourra jamais en inventer des nouvelles. Certes, il peut évoluer biologiquement en fonction de la sélection naturelle, sur des millions d'années, mais il ne pourra jamais le faire consciemment par un processus de transmission et de culture cumulative. Ce processus de culture cumulative, c'est ce qui a permis à l'humain de dominer l'animal de manière spectaculaire en quelques millénaires à peine. L'humain, contrairement à l'animal, possède très peu d'applis à la naissance. Il est alors le plus faible des animaux, mais c'est précisément parce qu'il est dénué de talent au départ qu'il aura la possibilité d'en acquérir de manière infinie par la suite. On retrouve ici le mythe de Prométhée, selon laquelle c'est parce que l'homme ne possède aucun moyen de défense naturel et instinctif qu'il deviendra précisément le plus puissant des animaux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un pouce bleu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.